Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais partager avec vous quelques résultats de recherche autour des travaux de psychologie et de sociologie, autour des changements de comportement en ce qui concerne les usages d'antibiotiques. Puis vous allez voir que je vais aussi partager un certain nombre de questions, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent. Alors pour commencer et replacer un petit peu l'enjeu, ce matin on a évoqué effectivement la réduction et voilà, tout le mouvement de réduction des usages des antibiotiques en filière avicole. Alors je vous ai mis ici ce petit graphique avec une réduction qui est vraiment très marquée depuis 2014, à la fois en termes de tonnage vendu, mais aussi d'exposition des oiseaux, qui est ici mesurée par l'aléa et qui représente en fait le poids vif traité. La question qui se pose aussi, en fait, c'est qu'on a un changement qui est non seulement quantitatif, donc ici c'est l'aléa qui est passé de 1,2 en 2011 à 0,6 à peu près, mais aussi qualitatif, puisqu'on a eu un changement dans les familles d'antibiotiques utilisées, etc., et notamment une diminution très nette de l'usage des fluoroquinolones. Et les questions, je pense, qui se posent maintenant, en fait, c'est quelles sont les marges de manœuvre qui restent pour continuer à optimiser et à réduire, puisqu'effectivement, aujourd'hui, en 2017, on n'est plus au même point de détail. Alors, derrière cette question de la réduction, il y a quand même aussi une question qui est la variabilité des usages en élevage. On sait qu'on a en fait différents profils d'éleveurs et différents profils d'usage. Donc je vous ai mis ici un graphique qui date d'une étude qui avait été faite en 2008 sur une centaine de lots, qui permettent en fait de montrer qu'on a à peu près 25% des éleveurs en filière poulet de chair, c'est le bleu foncé, qui représente finalement près de 70% des usages totaux. Donc en fait, on a un profil avec des très forts utilisateurs, et puis ensuite des utilisateurs qui contribuent dans une mesure qui est moindre. Alors, on travaille en ce moment dans le cadre d'une thèse vétérinaire, justement à continuer à évaluer ces usages. Alors c'est des données qui n'ont pas vocation à être représentatives, hein, qui ont été conduites simplement dans une quarantaine d'élevages en fait, de 2 organisations de production, un poulet de chair standard aussi, mais simplement pour dire que ce pourcentage de contribution il a un petit peu diminué, parce que cette fois-ci, on a plutôt 20% des éleveurs qui représentent à peu près 60% de l'exposition, mais quand même on reste dans cette grande tendance avec des élevages forts utilisateurs et d'autres qui contribuent dans une moindre mesure. Donc derrière ça se passe la question de tout ce qui influence toute la variabilité de ces usages en élevage et qu'est-ce qui fait que certains élevages utilisent plus d'antibiotiques que d'autres. Alors il y a bien sûr toute une série de facteurs qui est liée à la présence de maladies et à tout ce qui permet de la maîtriser. Donc effectivement de la biosécurité, des facteurs structurels, il y a la densité d'élevage, de qualité des intrants, d'immunité des animaux, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails de ça, mais je tiens à le dire parce que ça reste très important. Il y a également d'autres facteurs qui interviennent dans le recours aux antibiotiques et finalement lors de la prise de décision. Il y a des facteurs réglementaires, des facteurs économiques qui là aussi, et on le sait, sont très importants. Et puis il y a toute une autre série de facteurs qui tiennent plutôt à ce qu'on va appeler le comportement humain et qui font intervenir des déterminants tels que par exemple les connaissances, les attitudes, la motivation, l'envie de changer, la croyance dans l'efficacité des alternatives et puis par exemple le stress. Et c'est sur ces facteurs-là en fait, que je vais vous présenter quelques questions et résultats de recherche. Alors il y a toute une série de travaux en fait, qui s'intéressent justement aux facteurs psycho et sociaux qui influencent le recours aux antibiotiques à l'échelle de l'élevage. Et notamment, il y a une série d'articles qu'on trouve dans la littérature et qui sont plutôt des études de psychologie faites par des épidémiologistes, disons, et qui s'intéressent justement aux connaissances, aux attitudes, aux pratiques des éleveurs en regard des antibiotiques. Alors ce qu'il faut que je dise tout de suite, c'est qu'en fait, dans toute cette littérature qui est en train d'émerger, il y a très peu de choses en volaille à l'échelle internationale. Et il y a une revue récente qui est parue en 2018 qui fait l'état de lieu de l'ensemble des articles qui s'intéressent aux facteurs influençant les usages. Et quand je parle de facteurs, ça inclut toutes sortes de facteurs, y compris des choses très techniques. Donc ils ont trouvé 20 articles publiés à l'échelle européenne. Parmi ces 20 articles, il y en avait 12 en porc, il y en avait 6 en bovin et il n'y en avait que 2 en volaille. Donc vous allez voir que dans cette première partie, je vais vous présenter des résultats et je vais m'appuyer finalement sur des résultats qui viennent d'autres filières, mais qui me paraissent utiles, en tout cas pour les filières avicoles.
Alors le premier facteur en fait, dont l'effet a été étudié et démontré, c'est tout ce qui a trait aux connaissances sur l'antibiorésistance et sur les usages d'antibiotiques. Alors je vous ai mis ici une petite citation simplement pour illustrer le fait, ça c'est le résultat d'une étude que je détaillerai un petit peu plus tard qu'on a fait auprès d'éleveurs de poulets. C'est qu'on a quand même des connaissances des éleveurs qui sont très hétérogènes sur l'antibiorésistance et sur les antibiotiques. Et on a notamment toute une forme d'ambiguïté sur ce qui représente vraiment la menace entre la notion des résidus sur la viande et puis ce que représente vraiment l'antibiorésistance. Alors, il y a donc une étude récente qui a été faite auprès d'à peu près 500 élevages de différentes filières aux Pays-Bas et qui s'intéresse très précisément aux connaissances, aux représentations des éleveurs sur l'antibiorésistance. Donc en fait, les auteurs ont travaillé donc, dans des élevages laitiers, de veaux, de porcs, et ont posé des questions sur ce que représentent les antibiorésistances et sur les connaissances de l'antibiorésistance. Donc quelle est l'origine de l'antibiorésistance? Est-ce qu'en fait on peut acquérir une bactérie résistante à partir des humains, à partir des animaux, et puis sur l'usage des antibiotiques, est-ce qu'en fait il est utile et important de traiter par exemple la grippe avec des antibiotiques? Est-ce que lorsqu'on va voir le médecin pour la grippe, est-ce qu'on espère qu'en fait il nous prescrive des antibiotiques? Et ce qu'on remarque en fait, c'est que effectivement on a des connaissances qui restent un peu laculaires ou des opinions. Par exemple ici, donc sur le recours aux antibiotiques en cas de grippe, donc le score chez les éleveurs laitiers était de 1,6 et l'échelle allait de pas d'accord jusqu'à tout à fait d'accord. Donc globalement, on peut dire que les éleveurs sont plutôt pas d'accord avec le fait qu'il faille utiliser des antibiotiques quand on a la grippe, mais on a quand même un certain nombre d'éleveurs qui pensent que c'est important et on a à nouveau une grande variabilité. Voilà, je n'ai pas pu vous montrer tous les chiffres, mais il y a une grande variabilité dans ces scores. Et ce que montre l'usage, c'est qu'en fait, c'est que les auteurs font une corrélation entre ces scores de connaissances et les usages mesurés en élevage d'antibiotiques. Et donc ces usages, en fait, ils sont ici quantifiés avec un indicateur qui est l'ADD, le nombre de doses quotidiennes pour traiter les animaux. Et donc ce qui montre, en fait, c'est qu'il y a une corrélation, une bonne corrélation entre le score de connaissances et les usages quantifiés et mesurés en élevage. Donc ça suggère en fait qu'on a quand même globalement une meilleure connaissance qui est associée à des usages plus faibles. Et donc ici, ça permet d'identifier des premiers levées d'action. Alors le deuxième type d'élément, c'est la notion de connaissance et de perception, mais cette fois-ci du risque ou de la menace que représentent les antibiorésistances. Donc là, les auteurs ont demandé, par exemple, aux éleveurs s'ils s'estimaient très vulnérables, c'est-à-dire s'ils pensaient qu'ils avaient beaucoup de chances ou pas d'être infectés, par exemple, par une bactérie résistante. Et ce que montrent les résultats, c'est qu'à nouveau, on a une corrélation, cette fois-ci, entre la menace perçue, c'est-à-dire le fait de se sentir vulnérable, et les usages d'antibiotiques. Et c'est une corrélation plutôt négative, c'est-à-dire que plus on se sent vulnérable et plus on perçoit l'antibiorésistance comme une menace, moins on utilise d'antibiotiques. Donc la corrélation, en fait, ici, elle est à la limite de la significativité, mais il y a d'autres études qui démontrent à nouveau une corrélation. Par contre, ces éléments-là, je pense, sont à nuancer par le fait qu'il y a aussi d'autres études, notamment une étude conduite en filière porc dans plusieurs pays européens, qui montre qu'en fait, la préoccupation des éleveurs, très clairement aujourd'hui, ce n'est pas l'antibiorésistance. L'antibiorésistance, c'est un risque qui est important, mais qui reste assez lointain, et que les premières préoccupations restent des préoccupations notamment financières, par exemple. Alors, pour continuer à parler de perception, on a parlé de la perception du risque, et puis on va aussi parler des critères d'alerte, en fait, de ce qui font qu'on traite ou pas. Alors pour ça, je vais me référer à une étude qui a été présentée lors des dernières JRA par Cécile Adam, qui a conduit sa thèse sur les facteurs associés aux usages d'antibiotiques. Donc en fait, elle a fait une étude cas témoins dans 260 élevages de poulets de chair. Elle a examiné l'effet de différents facteurs, principalement techniques. Et ce qu'on voit de manière très nette, c'est qu'en fait, un des premiers facteurs qui ressort, c'est la perception du taux de mortalité à 10 jours. Et de manière attendue, en fait, plus la mortalité à 10 jours par les éleveurs est considérée comme élevée, c'est ce qu'on voit par exemple ici, élevée et normale, par rapport à faible, on compare par rapport à une perception faible, plus les éleveurs ont de chances de traiter. Au-delà de ce résultat, ce qui me paraît intéressant de regarder, c'est en fait ce que représente cette perception de la mortalité à 10 jours
Alors vous voyez peut-être pas bien, mais donc on a comparé la mortalité évaluée et déclarée par l'éleveur à la mortalité en quelque sorte objectivée sur la base des feuilles d'élevage. Donc vous avez ici la mortalité objective quantifiée à partir des données d'élevage, et puis ici, avec les couleurs, la perception des éleveurs. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a des éleveurs qui se situent plutôt dans un quartile faible, c'est-à-dire qui ont plutôt un niveau de mortalité à 10 jours qui est faible quand on les compare par rapport aux autres, ceux-là, mais qui considèrent quand même que leur mortalité à eux, elle est plutôt moyenne à élevée. Et puis vous en avez en fait qui ont une mortalité qui est assez forte, et puis qui eux, finalement, la trouvent assez faible, notamment ici, ou moyenne. Et donc ce que ça montre en fait, c'est qu'on a une corrélation finalement qui est un peu partielle entre la mortalité perçue du point de vue d'un éleveur et celle qui est objectivée à partir des feuilles d'élevage et comparée avec celle d'autres élevages. Et donc ça souligne l'idée qu'on a une forme de perception de l'éleveur qui est influencée, je pense, par toute l'historique des lots, et que finalement on peut avoir un référentiel par rapport à ce qui est normal, anormal ou pas, et est-ce qu'on va traiter ou pas, qui peut être différent selon le technicien, l'éleveur, le vétérinaire, etc. Ça soulève des questions autour notamment de la notion de stress par rapport à une situation et un critère d'alerte. Et donc il y a certains travaux qui montrent qu'en fait il y a une corrélation à nouveau entre l'aversion au risque et les usages d'antibiotiques. Et en fait, plus les éleveurs ont peur finalement du risque et de perdre et d'être atteints par une maladie, plus ils utilisent des antibiotiques. Et puis, il y a des travaux, alors là, je fais un peu de teasing pour demain, mais qui s'intéressent plus spécifiquement à la question du stress, sachant que le stress peut être vu soit comme quelque chose de négatif et comme une forme de vulnérabilité, en fait, soit comme quelque chose de positif et comme un défi à relever. Et enfin, pour parler de facteurs psychologiques, il y a aussi certains articles de la littérature, cette fois-ci en santé humaine, qui s'intéresse à l'influence d'un certain nombre de traits de personnalité, et puis l'observance des traitements en médecine humaine. Alors là, la question des traitements antibiotiques en médecine humaine, elle se pose un petit peu différemment. La question posée, c'est est-ce que les gens en fait suivent bien les recommandations de l'ordonnance et finissent finalement leur traitement antibiotique? Et ce que ça suggère quand même, c'est qu'il y a certains traits de personnalité, notamment le fait d'être assez stable du point de vue émotionnel, d'avoir confiance, et puis d'être consciencieux. Effectivement, c'est associé à une meilleure observance des traitements antibiotiques. Alors, à ma connaissance, ça reste des choses qui sont peu ou pas explorées en santé animale, mais qui peuvent être d'intérêt. Et puis, un autre type de facteur qui me paraît important à l'échelle de l'élevage, c'est l'idée de ce qu'on va appeler l'auto-efficacité ou des possibilités d'action d'un éleveur. C'est-à-dire que pour accepter de prendre des risques finalement et de changer des usages, eh bien en fait, il faut se sentir capable de le faire et donc avoir le sentiment qu'on a des possibilités de changer ses comportements. Et ça, en fait, c'est très lié aux croyances en l'efficacité, notamment dans le cas des antibiotiques d'alternatives. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les alternatives sont disponibles, il faut avoir confiance et être convaincu du fait que ces alternatives elles vont être possibles à mettre en œuvre. Donc derrière, il y a toutes des questions autour des équipements, des structures de l'élevage, de la biosécurité, etc. Il faut que ces alternatives elles soient disponibles, mais il faut aussi qu'on soit convaincu qu'elles vont marcher. Et donc, il y a toute une question autour de la démonstration de l'efficacité des alternatives, qui peut être parfois difficile et qui prend beaucoup de temps. Et en tout cas, cette notion d'efficacité, etc., elle dépend beaucoup de l'expérience vécue, et donc des succès et des échecs précédents, justement, sur les tests qui ont été faits par les éleveurs. Alors, après avoir assez longuement parlé des éleveurs, on va maintenant un petit peu déplacer le point de vue vers d'autres acteurs, puisqu'autour de ces questions des usages, il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont impliqués, que je vais vous présenter maintenant. Alors, un acteur central aussi là-dedans, finalement, c'est le vétérinaire, ou dans ce cas-là, je vais commencer par une illustration en médecine humaine, c'est-à-dire la personne qui fait la prescription. Donc je me réfère aussi à une revue de la littérature qui est sortie autour de l'ensemble des déterminants qui agissent et qui influencent l'acte de prescription du point de vue des médecins en santé humaine. Et ce que montre cette revue, c'est qu'en fait, on a à nouveau une série de facteurs qui finalement
se rangent plus ou moins dans les mêmes catégories que ce qu'on a vu précédemment, mais qui effectivement influencent et déterminent la prescription d'antibiotiques. Donc effectivement, il y a des facteurs qui sont intrinsèques et propres au médecin, et ce sera par exemple son expérience à lui, clinique, et puis la formation, et finalement qui joue ici sur les connaissances, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis il y a des facteurs qui sont plus extrinsèques. Il y en a qui sont liés en fait à la relation, ici, entre un médecin et son patient, avec notamment des enjeux autour de la peur des complications, et puis de la peur de perdre des patients. Et puis, il y a des déterminants qui sont très systémiques, en fait. C'est ceux qui sont en bleu ici, avec notamment des questions qui sont la pression liée au temps dans les consultations, des questions autour de la disponibilité des outils diagnostiques, etc. Alors, en médecine vétérinaire, il y a quelques études qui commencent à sortir autour de ces questions de déterminants de la prescription. On retrouve les mêmes grandes familles de déterminants que je viens de décrire, avec notamment un article qui démontre l'effet des connaissances sur la prescription vétérinaire, et puis aussi qui met en lumière ce qu'on va appeler une sorte d'étiquette professionnelle, c'est-à-dire des normes auxquelles on se conforme dans une profession au moment de prescrire. Il y a les attentes de l'éleveur qui sont assez présentes aussi dans ces articles. Donc il y a une étude qui avait été faite en filière d'Inde il y a quelques années, qui montre qu'effectivement les attentes ou la demande de l'éleveur est un facteur important aussi dans les usages d'antibiotiques. On retrouve cette peur de perdre finalement un peu des clients. Il y a plusieurs articles qui soulignent que les antibiotiques sont parfois un peu utilisés avec une sorte de mécanisme assurantiel, c'est-à-dire pour prévenir d'éventuelles complications qui seraient liées au risque infectieux. Il y a des questions d'organisation du temps de travail, de temps de consultation, etc., qui sont assez similaires à ce qu'on retrouve en santé humaine. Et puis finalement, il y a aussi un article qui souligne bien une forme d'injection paradoxale dans laquelle peut se trouver placé le vétérinaire, qui finalement doit arbitrer entre des risques pour la santé publique, ce risque d'antibiorésistance qui reste lointain mais qui est quand même présent, des questions de bien-être et d'attente sociétale autour de ça, en fait, pour limiter la mortalité, et puis un risque économique qu'on va peut-être faire courir à l'éleveur au moment où finalement on ne prescrit pas. Alors, plus largement, je vais maintenant vous détailler de manière un peu plus, vous présenter de manière un petit peu plus détaillée une étude qu'on a conduite en filière poulet de chair. Alors cette étude-là, c'est une étude de sociologie. Ça me paraît intéressant puisque cette fois-ci, on va encore un peu élargir la focale et on va s'intéresser à l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la décision du recours aux antibiotiques et à leurs interrelations. Et donc, cette partie-là repose sur le travail de thèse de Cécile Adam. Donc c'était un travail de 3 ans qui a travaillé sur les processus collectifs qui étaient associés au changement des usages dans la filière poulet de chair label. Alors cette filière, c'est une filière bien sûr de qualité dans lesquelles les usages sont faibles, mais dans lesquelles il y a quand même un certain nombre d'initiatives qui visent à encore optimiser les usages. Donc Cécile a procédé avec des méthodes de sociologie, avec des entretiens semi-directifs, qui étaient conduites dans 3 organisations de production, auprès de différents acteurs, des éleveurs, des techniciens, des vétérinaires, avec une grille d'entretien et puis une retranscription intégrale des entretiens. On a ensuite travaillé avec de l'analyse du contenu, ce qui a permis de dégager 3 axes, finalement 3 cadres théoriques autour des grands processus collectifs qui sont justement associés au changement des usages. Alors ces axes de travail, disons, c'est celui de l'autonomie au travail, c'est ce dont on va parler après, des trajectoires de changement et du rôle des organisations de production, c'est ce que je vais vous présenter. Alors la première question qu'on s'est posée, en fait, c'est finalement, on a dans la première partie beaucoup parlé du comportement des éleveurs, mais la question qu'on s'est posée, c'est quels sont les leviers et quelle est l'autonomie finalement de l'éleveur quand on est dans une filière organisée. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que l'organisation de production est bien sûr est en quelque sorte prescriptif, il y a un cahier des charges, etc. Mais pour autant, il y a quand même une autonomie et l'éleveur a des marges de manœuvre, ce qui ressort assez bien, par exemple, alors je n'ai pas pu vous mettre toutes les citations, mais avec un certain nombre d'éleveurs qui décrivent très bien des tests qu'ils font, par exemple autour de la qualité de l'eau, autour d'essais d'alternatives, etc. Et en fait, cette autonomie, elle est rendue possible dès lors qu'il y a une relation de confiance entre les professionnels
qui permettent aux éleveurs de tester et de prendre confiance en eux lors de ces tests. Et puis, il y a aussi un partage des contraintes et des risques et une redistribution des décisions entre les différents acteurs de la filière, et notamment le vétérinaire et le technicien d'élevage. Ça m'amène à quelque chose qui est ressorti de manière très forte des entretiens, qui est l'importance des relations de confiance dans la réduction de ces usages. Donc il y a 3 acteurs majeurs qui interviennent à cette échelle-là, c'est l'éleveur, le technicien et le vétérinaire. Et ce que je trouve intéressant, alors voilà, ici il y a un éleveur par exemple qui dit, ben voilà, c'est très important, les relations avec le technicien en fait et avec le vétérinaire, c'est comme avec le médecin traitant, il faut une confiance absolue. Et cette confiance en fait, pour qu'elle s'installe, ben, ça nécessite à nouveau du temps. Et ce qui me paraît intéressant, c'est qu'au-delà des relations 2 à 2, on sent bien qu'il faut une confiance qui est vraiment partagée entre les acteurs. Et donc ce que dit le vétérinaire ici, c'est qu'en fait ça marche bien quand vétérinaires et techniciens discutent et partagent des informations. Et effectivement, il y a un certain nombre de travaux qui montrent qu'au-delà des informations données ou du rôle de chacun, c'est aussi l'idée que les informations sont cohérentes, partagées, et qu'on sent qu'il y a une forme de cohérence dans l'ensemble des personnes qui interviennent dans le conseil en élevage. Et alors simplement, pour vous donner quelques données quantitatives, cette question sur la confiance, en fait, on l'a aussi abordée plus récemment en filière palmipède, sur des questions cette fois-ci d'observance de biosécurité. Et à nouveau, on voit très bien que c'est ici le technicien de l'organisation de production et le vétérinaire, donc ici plus sévère, plus ils ont confiance, qui finalement ressortent comme les 2 acteurs majeurs en qui les éleveurs ont confiance pour ce qui relève du conseil en élevage. Alors, l'angle suivant d'analyse, c'était l'idée de trajectoire de changement. Maintenant qu'on a un petit peu passé en revue ces différents leviers, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce que ces leviers se combinent et comment est-ce que s'opère finalement le changement. Et on sent bien qu'on n'a pas des changements qui sont brutaux. Certes, on peut avoir parfois des formes d'innovation, de rupture technologique, mais il y a toute une combinaison et une continuité qui se met en place petit à petit au fil du temps. Et ça a été décrit de manière assez fine en filière porcine. Et effectivement, c'est un cas théorique qu'on a ensuite appliqué à la filière volaille. Effectivement, on voit qu'on a 3 types, disons, de processus qui sont en l'œuvre et qui permettent finalement de combiner petit à petit des outils techniques et puis des facteurs psychosociaux et qui relèvent du comportement. Donc on a des apprentissages techniques avec par exemple des éleveurs, des techniciens, des vétérinaires qui doivent s'approprier de nouveaux outils. On a un apprentissage qui est plus cognitif et là on sent qu'on a une expérience et un vécu par rapport aux risques qui changent, qui se transforment. Et puis on a un apprentissage qui est organisationnel parce que finalement réduire les antibiotiques, ça pousse aussi à changer certains modes de relation entre les différents acteurs de la filière. Alors effectivement, on a parlé des leviers techniques. Ce que décrivent très bien les éleveurs, c'est qu'en fait, il faut améliorer la prévention. Et ce que disent par exemple les techniciens ici, c'est qu'en lien avec la réduction des usages, eh bien, il faut effectivement, par exemple, améliorer le nettoyage des infections. On revient à des choses très simples, mais qui sont très importantes. Et puis, les organisations de production, en fait, elles permettent d'identifier des outils qui permettent de réduire les usages. Quand je parlais tout à l'heure, par exemple, d'apprentissage technique, ce que décrit bien l'article que j'ai présenté en port tout à l'heure, c'est comment, par exemple, l'utilisation d'une pompe doseuse en élevage nécessite une forme d'apprentissage qui est partagée entre un éleveur, un technicien, un vétérinaire, autour, par exemple, des calculs de dilution, etc. L'organisation de production et les vétérinaires peuvent aussi contribuer à mettre à disposition des éleveurs des alternatives qui soient facilement accessibles. Une fois que ces outils techniques sont en place, les acteurs et les conseillers vont aussi apporter une forme de soutien moral ou psychologique. Et, par exemple, ce que décrit bien ce technicien, c'est qu'en fait, il faut faire du conseil presque sur mesure. Donc en fait, il faut interpréter le contexte de l'élevage, etc., en fonction de l'éleveur qui appelle, afin finalement de voir si ensuite il faut appeler le vétérinaire, etc. Il faut apprendre à l'éleveur finalement parfois à attendre en cas de problème et à accepter la mortalité. C'est ce qui revient finalement à changer en quelque sorte ces référentiels que je vous ai présentés en première partie. Et puis donc il y a finalement un certain nombre d'actions à court terme
qui contribuent petit à petit à rassurer l'éleveur, à donner confiance et à pérenniser les changements qui sont en place. Dans ces changements, il y a une dimension qui est très importante et qui a été à nouveau soulignée dans nos entretiens, c'est vraiment l'importance du travail en équipe. Et donc ce vétérinaire décrit bien comment, en fait, au-delà de son exercice individuel de vétérinaire praticien, il se sent vraiment partie prenante, fait partie d'une équipe, il se sent en interaction avec les autres, etc. Et en réponse à cette idée de travail en équipe, c'est vrai qu'il y a les éleveurs, les vétérinaires, les techniciens ont beaucoup souligné l'importance d'outils qui relèvent plutôt de dispositifs vraiment organisationnels. Et effectivement, ce que décrit bien cet entretien ici, c'est que ce qui est important, c'est le fait qu'il y ait un changement qui soit planifié, qu'il y ait une stratégie qui soit coordonnée pour que tout ça, ça permette finalement de mobiliser l'ensemble des acteurs. Et donc ce que dit cette personne, c'est que finalement il y a assez peu de personnes pour orchestrer et que c'est finalement réduire les usages. Au-delà de l'outil technique, c'est aussi un problème de stratégie, de décision et de management. Ça nous amène vers un autre acteur, en fait, qui sont les acteurs de l'aval. Donc là, c'est plutôt des approches de sociologie des organisations. Donc la sociologie des organisations s'intéresse finalement à la gouvernance entre les différents acteurs et aux relations de pouvoir, en quelque sorte, entre les acteurs au sein d'une filière. Et ce que montrent nos études, c'est que dans le cas, en tout cas de la filière poulet, il y a un rôle important dans la réduction des usages qui est impulsé par l'aval, et notamment par les distributeurs et par les abatteurs, qui finalement vont aussi amener des changements dans l'organisation de production, avec par exemple des dispositifs de calcul, type l'aléa, etc., qui sont aujourd'hui demandés plutôt par l'aval. Ces dispositifs de calcul, du point de vue de l'organisation de production et de l'éleveur, ça pose un certain nombre de difficultés, d'accès aux données, c'est vrai, mais finalement ça permet de prendre conscience de l'enjeu autour des usages d'antibiotiques. Et finalement, ce que ça fait, c'est qu'à partir du moment où ces indicateurs sont calculés, ils commencent à faire exister le changement, puisqu'on peut les voir bouger. Alors il y a quand même un effet, qui est que finalement, ces indicateurs, en quelque sorte, ils peuvent quand même être utilisés comme un outil de comparaison des clients, et donc entraîner finalement une forme de mise en concurrence entre les organisations de production et les éleveurs. Et se pose aujourd'hui toute une série de questions autour de l'impact des normes privées sur les pratiques qui ensuite sont en élevage. On voit apparaître par exemple différents cahiers des charges et différentes normes en lien avec les usages d'antibiotiques, avec des questions d'étiquetage. Et c'est vrai que ça, à nouveau, ça contribue à faire évoluer les pratiques. C'est vrai qu'en quelque sorte, ça valorise des bonnes pratiques par le biais de primes, etc. Donc ça permet une meilleure rémunération des éleveurs. Ça pousse à avoir un suivi technique qui est collectif, puisque généralement, ça c'est des démarches qui sont vraiment construites au sein de l'organisation de production. Donc il y a un accompagnement technique des éleveurs. Effectivement, ça aide à objectiver les usages et donc à mesurer et à quantifier la réduction. Et ce qui me paraît important aussi, c'est que ça contribue à une identité collective des éleveurs autour de ces démarches. Ce que je n'ai pas bien présenté jusque-là, mais que je profite de cette diapo pour le souligner, c'est que dans nos entretiens, ce qui ressort de manière assez forte aussi, c'est l'idée d'identité professionnelle et de ce qu'est être un bon éleveur. Donc ce que nous décrivaient très bien les éleveurs de poulets label, c'est que pour eux, finalement, réduire les usages, c'était très cohérent avec l'image que eux se faisaient de leur métier, d'une production de qualité, etc. Mais effectivement, pour revenir à ces questions d'étiquetage, ça soulève aussi peut-être toute une question autour de risque des fragmentations et de confusion des consommateurs autour de ce qu'est finalement un produit sans antibiotiques et encore sûrement des questions de normes qui apparaissent comme concurrentes. Donc quelques mots de conclusion. Je pense vous avoir montré à travers cette présentation qu'on a effectivement toute une diversité d'approches en sciences humaines et sociales, qualitatives, quantitatives, qui effectivement peuvent aller de facteurs très individuels, comportementaux, jusqu'à des facteurs très sociologiques et collectifs. Et effectivement, les approches de sciences humaines et sociales ne se limitent pas à l'étude des comportements individuels, mais ils permettent aussi de mettre en lumière un certain nombre de facteurs socio-économiques, institutionnels, et l'importance des mécanismes de coordination. Et donc finalement, ce changement des pratiques, effectivement, c'est toute une imbrication de facteurs techniques, alors j'ai pas mis là, mais économiques aussi, psychologiques, sociologiques, organisationnels, etc.
et qui finalement se combinent tous de manière un peu différente en fonction du contexte. Et je dois bien avouer qu'il est extrêmement difficile de les hiérarchiser, de quantifier leurs effets, etc. de manière, de manière plus opérationnelle, en fait. Qu'est-ce que ces études apportent pour la conception des stratégies en élevage? Elles montrent quand même qu'il y a un premier levier réglementaire et financier qui est majeur et qui est très important. Mais que passé ce levier, il y a des interventions qui sont possibles et qui ont démontré leur effet. Donc j'ai mis ici un exemple en filière porcine, avec des démarches qui sont vraiment personnalisées et qui vont vers du conseil sur mesure, avec un accompagnement de l'éleveur sur plusieurs mois dans la démarche de réduction. Et puis, ces études soulignent aussi l'importance d'impliquer l'ensemble des acteurs jusque dans les stratégies. Et par exemple, il y a un travail où il y a une étude pilote qui a été conduite au Royaume-Uni et qui va jusqu'à une approche participative avec tout un panel d'acteurs de conception de la réglementation en élevage de bovins laitiers au Royaume-Uni. Et pour élargir à nouveau le propos, je vais simplement me référer à une publication récente aussi en santé humaine pour dire qu'en santé humaine, l'attention au-delà du changement des comportements, des facteurs psychologiques, etc., aujourd'hui est vraiment centrée aussi vers une dimension qui est très systémique et vers l'ensemble du système de santé, puisqu'il y a plusieurs travaux qui soulignent qu'aujourd'hui, dans les phénomènes de surprescription en médecine humaine, un des facteurs majeurs, c'est l'organisation du système de santé, avec les durées de consultation qui sont extrêmement courtes et des systèmes de paiement à l'acte qui finalement n'aident pas à la réduction des usages et qui, je pense, soulèvent pour nous et en filière de production animale tout un ensemble de questions autour de la rémunération du conseil, etc. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Pardon, je profite juste 2 minutes pour remercier Nicolas Fortanet et Christian Ducrot qui m'ont aidé à préparer cette présentation. Voilà.